celui-ci, c'est quoi? Je me souviens même plus de ce que j'ai commandé. Je suis ici pour vous parler d'un film, d'un livre et d'un podcast. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que l'on peut se dire être fier d'être français? Every face and every voice in the cityscape, we rejoice with the rhythm in the 1 heure et demie de bateau plus tard, nous voici à Jersey, en territoire britannique. Mais attends, pourquoi est-ce que l'on parle d'île anglo-normande pour désigner Jersey et Guernesey? Je vais faire bref, je t'explique. Au Xe siècle, au moment de la fondation du duché de Normandie, Jersey fait donc partie intégrante de ce duché. Sauf qu'en 1066, un certain Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, décide d'envahir l'Angleterre. Il est donc duc de Normandie, mais également roi d'Angleterre. Jersey épouse donc l'Angleterre. Sauf que quelques années ultérieures, en 1204, un roi de France, Philippe Auguste pour ne pas le nommer, décide d'envahir la Normandie pour la rattacher au domaine royal. À ce moment, on fait la distinction entre la Normandie continentale et la Normandie insulaire, dont fait partie Jersey. Ainsi, la Normandie continentale perd sa qualification de duché, elle est donc rattachée au domaine royal, tandis que Jersey et Guernesey restent et resteront des dépendances de la couronne britannique. C'est ce qui explique pourquoi, lorsqu'on se rend à Jersey, on vit donc à l'anglaise. Rouler à gauche, la livre sterling, les prises anglaises, tout ça. De retour de Jersey avec un rhume, mais ça c'est pas très grave parce que je viens de recevoir mes colis Vinted. Allez, on ouvre ça ensemble. Bon, avant de les ouvrir, petit point sur Jersey, c'était super sympa. Vraiment, je vous recommande si un jour vous en avez l'occasion. Alors, il y a en effet Jersey et Guernesey en île anglo-normande. On avait fait un petit comparatif. Guernesey, c'est plutôt rural, naturel, moins dynamique et attractif que ne l'est Jersey. Donc on est plutôt parti sur Jersey. Je pense que les deux sont très sympathiques à voir. Jersey, c'est des paysans d'un point de vue culturel, d'un point de vue linguistique, et pour autant, c'est pas très loin de la France. Donc c'est vrai que ça peut faire l'occasion d'un petit week-end so British. Il y a deux moyens de pouvoir vous y rendre, soit par avion, soit par bateau. Je pense que le plus simple, c'est par bateau. Il y a 3 ports d'embarquement, Granville, Saint-Malo et Barneville-Carteret. Depuis Saint-Malo, c'est 1 heure et demie de bateau, 90 € aller-retour la traversée en piéton. Donc ça va, c'est relativement raisonnable. Vous arrivez directement à Saint-Hélier, qui est la capitale de Jersey. Donc soit vous restez à Saint-Hélier, c'est ce que l'on a fait. Dans l'espace de quelques jours, il y a quand même suffisamment à faire. Ou alors, par vos propres moyens ou par les transports en commun, vous faites le petit tour de l'île, ça doit être très joli aussi, et c'est un autre pan forcément de l'île, un côté plus rural, plus naturel. Petit conseil, on n'avait pas fait attention, on s'était pas renseigné, et on regrette un petit peu sur ce point-là, mais bon, c'est pas très grave, mais c'est quand même bon à savoir. On vous déconseille d'y aller en mars. L'avantage de mars, c'est que c'est moins touristique et que les prix sont attractifs, certes, mais nombre de musées ne sont pas encore ouverts parce que c'est pas la haute saison. Donc pour exemple, vous avez le Elizabeth Castle, qui est l'un des monuments principaux de Jersey, qui était fermé au mois de mars, au même titre que les tunnels de la Seconde Guerre mondiale. Donc on n'a pas pu les faire, ce qui est un peu dommageable. Je pense que le mieux c'est d'y aller au mois d'avril parce que vous avez toujours ces avantages du fait qu'il n'y ait pas trop de monde, des prix attractifs. C'est le printemps, donc l'île doit être en fleurs, ça doit être super joli. Et vous avez les musées qui sont ouverts parce que ça commence à être le début de la haute saison. Sachez qu'il est possible de vous rendre sur une journée à Saint-Hélier avec simplement une carte d'identité jusqu'en septembre 2025. À partir de septembre 2025, des suites du Brexit, il faudra impérativement un passeport. Et par ailleurs, d'ores et déjà, si vous souhaitez dormir sur l'île, il faut impérativement un passeport. Donc c'est vrai que
ça peut être un peu contraignant de ce point de vue-là, donc profitez-en jusqu'en septembre 2025. J'ai l'impression d'être payé par Lille pour faire de la com. Pas du tout. Voilà, petit point sur Jersey. Allez, on ouvre les colis. C'est la première fois que je commande sur Vinted. Oui, je suis un petit peu en retard, je le sais. J'ai une amie qui m'en parlait depuis un certain temps. Elle me disait « Ouais, vends sur Vinted, achète sur Vinted, tu verras, c'est génial. Il y a des pièces parfois neuves à moindre prix, etc. » Et j'ai jamais osé sauter le pas. Mais là, c'est bon. J'ai commencé à faire ma garde-robe, j'ai commencé à vendre. Et grâce à la monnaie de mon porte-monnaie virtuel, j'ai pu m'acheter ces petits colis. Donc voyons voir, espérons ne pas être déçus. Bon, il n'y a pas de raison. Mais après, c'est vrai que parfois, les photos, elles sont un peu trompeuses. D'une photo à l'autre, la couleur peut varier. Mais bon, ça, je pense savoir ce que c'est. Je me suis commandé un costume. En tout cas, sur les photos, il avait l'air joli. Donc, voyons voir si ce n'est pas que sur les photos. C'est un peu plus foncé que ce à quoi je m'attendais. Mais j'aime beaucoup. Donc ça, c'est la veste. C'est plutôt sympa. Tadam! Bon, c'est très sympa. J'ai hâte de l'essayer en espérant que la taille convienne, mais je me dis pourquoi pas. En plus là ça va être l'arrivée des beaux jours, ça peut faire quelque chose de très stylé. Enfin, que je trouve stylé après bon. Celui-ci, c'est quoi? Je me souviens même plus de ce que j'ai commandé. Ah oui, ça c'est pareil. Je crois que j'ai eu 5 €. Ouais, mais c'est qu'il me semble plutôt de bonne qualité. Regardez, petit pull à zip. J'en voulais un comme ça. Rouge bordeaux, j'aime beaucoup. Je valide. Et enfin le petit dernier dans un sac poubelle, mais c'est rapide, simple, efficace. Parce que c'est vrai que parfois, on ne sait plus dans quoi il faut emballer les colis Vinted. Ah oui, le mec ne se souvient absolument plus de ce qu'il a commandé. C'est un petit pull sans manches, bleu marine, oui. J'aime beaucoup à mettre sous un t-shirt blanc ou une chemise, qu'importe. Sympa. Bah écoutez, pour une première, je suis pas déçu. Hein. Mettez-vous à Vinted, les gars. Bounce around, just feel the beat. Oh, grab a friend and move your feet. Say this tune's for joy, a catchy blend. Oh, with claps and chimes, it starts to crescendo. Bounce around, up with the flow. Tap your feet, let's steal the show. Hey. Je suis ici pour vous parler d'un film, d'un livre et d'un podcast. C'est parti. Ça fait depuis un petit moment que je m'intéresse à la géopolitique du Moyen-Orient, particulièrement à l'histoire de l'Iran, et la fois dernière en allant à la Fnac, au détour d'un rayon, j'ai découvert ce livre. Je l'ai acheté, je l'ai lu, je dirais même que je l'ai dévoré parce qu'il est passionnant mais aussi révoltant. Ce livre, il a été écrit par une auteure iranienne du nom de Nila. Nila est un pseudonyme pour contourner la censure du régime en Iran et par ailleurs le livre a été publié dans les frontières extérieures de l'Iran et il nous plonge en plein cœur de la société iranienne et notamment à l'intérieur de la révolte des Iraniens pour plus de justice et d'égalité. Alors pour comprendre ce qu'il se passe en Iran, il faut faire rapidement un petit point historique. De 1794 jusqu'à 1925, la Perse, qui est l'ancien nom donné à l'Iran, est dirigée par la dynastie des Qadjars. Sauf que voilà, en 1925, l'Assemblée constituante du Parlement iranien décide de renverser la dynastie des Qadjars au profit d'une nouvelle dynastie, la dynastie des Pahlavis. Mais alors, pourquoi un tel renversement? Il y a deux motifs principaux. Le premier motif, c'est que la dynastie des Qadjars n'a pas su faire face aux nombreuses ingérences soviétiques et britanniques. Et le deuxième motif, c'est que quelques années auparavant, en 1921, il y a eu un coup d'État par un certain Reza Khan. Reza Khan qui sera par ailleurs le premier shah de la dynastie des Pahlavis. Ce qu'on appelle shah, c'est pas l'animal, hein, c'est le nom qui est donné à l'empereur en Iran. Donc voilà, la dynastie des Pahlavis est à la tête de l'Iran de 1925 jusqu'à 1979. Sauf que voilà, à la fin des années 70, il commence à y avoir quelques soulèvements populaires à l'égard du régime monarchique, notamment de la part de l'extrême gauche et de certains religieux, dont un certain religieux, l'ayatollah Khomeini. Et c'est ainsi qu'en 1979, le régime vient à chuter au profit d'une république, une république théocratique. Sauf que cette république n'est pas seulement islamique, elle est aussi liberticide et autoritaire. Pour exemple, on contraint les femmes à devoir porter le hijab sur la voie publique. Et c'est ainsi que quelques années ultérieures, en 2022, une jeune kurde iranienne du nom de Mahsa Amini refuse de porter le voile en place publique. Elle est donc arrêtée par la police des mœurs iranienne et viendra à décéder 3 jours plus tard
dans sa cellule des suites de son arrestation. Et son décès va entraîner une vague de révolte, d'indignation dans tout l'Iran qui aura pour slogan « Femme, vie, liberté pour plus de justice et d'égalité ». Qu'est-ce qui se passe là ? Un petit point contexte qui est essentiel pour comprendre ce livre, mais vraiment je vous le recommande, il se lit facilement et comme je vous le disais, il est passionnant mais aussi bien évidemment révoltant. Révoltant parce qu'il traite de la déshumanisation du régime, de l'ensemble des pratiques ahurissantes, mais il est essentiel pour comprendre ce qu'il se passe en Iran, mais également aussi au Moyen-Orient, parce que malheureusement, nous occidentaux, on n'a pas forcément connaissance de ce qu'il se passe là-bas à quelques milliers de kilomètres de chez nous, parce que les Iraniens font face à une censure accrue de la part du régime, notamment ce qui en est des réseaux sociaux et d'Internet. Si jamais vous souhaitez approfondir la question iranienne, je vous recommande un podcast qui s'intitule « Conversation avant la fin du monde » de Julia Layani, notamment celui qui est sorti en septembre 2024, où est invité Mona Jafarian. Mona Jafarian, c'est une militante franco-iranienne qui lutte contre le régime des Mollahs, contre le régime en Iran depuis la révolution islamique de 1979. Et au-delà de sa combativité et de son courage, cette femme, elle est passionnante. Elle nous retrace notamment les origines de la révolte en Iran jusqu'à actuellement. Et voilà, elle nous donne quelques petits éléments qui sont très intéressants. Et enfin, j'en terminerai là. Je vous ai parlé d'un film. Pareillement, si la question iranienne vous intéresse, je vous recommande un film qui est sorti en mars 2024, qui est disponible sur Canal+, qui s'intitule Chronique de Téhéran et qui dresse le portrait de 9 Iraniens qui font face justement au régime islamique. Donc, sans trop vous spoiler, pour exemple, vous avez un homme qui se rend à l'administration iranienne pour déclarer son fils et on lui refuse le prénom de son fils parce que jugé trop occidental ou trop hébraïque. Il y a également une jeune fille qui est contrainte à devoir porter le voile pour le premier jour d'école, etc., etc. Vous avez plein de mises en situation qui permettent justement de se rendre compte ce qu'est être un Iranien en 2025. Je vous avoue qu'au début j'étais un petit peu dubitatif par rapport à la forme que prenait le film, mais voilà, il est vraiment très intéressant et il permet d'appréhender, de comprendre ce qu'il se passe en Iran. Je profite d'un petit moment balade pour discuter avec vous. Dernièrement, je suis tombé sur un tweet qui se questionnait par rapport à la question de la fierté française. Est-ce que l'on peut se dire être fier d'être français ? Alors bon, bien sûr, ma réponse n'est pas universelle. Personnellement, je ne sais pas si on peut utiliser le terme fierté, parce que la fierté, ça renvoie à une certaine forme d'arrogance, un sentiment d'honneur assez exacerbé. Peut-être qu'on pourrait plutôt utiliser les qualificatifs de reconnaissance, d'admiration, d'honneur, à l'égard du fait d'être français. Et je trouve ça dommage que dans ce genre de débat, on oppose à chaque fois l'individualité. À mon sens, justement, être français, c'est appartenir à une nation, c'est-à-dire à un ensemble d'individus partageant des caractéristiques linguistiques, culturelles, patrimoniales, historiques, etc., dans sa diversité. Bien sûr que l'histoire française, elle est imperfectible, au même titre que l'histoire du monde, mais je pense pas justement que ces petits points de noirceur dans l'histoire doivent venir scléroser notre fierté, entre guillemets, d'être français. Et attention, bien évidemment, se dire être fier d'être français, à mon sens, c'est pas être présomptueux ou condescendant vis-à-vis d'autres cultures. Au contraire, nous sommes une nation parmi d'autres et ensemble, on forme un paysage très riche et diversifié. Ce sera un peu comme dire être fier de sa famille. En aucun cas, ça vient à dénigrer celle d'autrui. Et être français, indépendamment de l'histoire collective, c'est aussi notre histoire individuelle, parce que être français, c'est aussi le fruit de notre enracinement. Peut-être que vos ancêtres, eux aussi, ont vécu dans ce pays, l'ont façonné, l'ont construit, ont vécu sur ces terres. Et si tel n'est pas le cas, ça a peut-être été un choix de vos ancêtres, de vous-même, de venir ici, ou un non-choix par ailleurs. Mais toujours est-il, c'est le fruit aussi d'une histoire qui est individuelle et qui s'inscrit dans le collectif. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire.